Hervé Morin, qu'est-ce que vous en pensez? François Rebsamen a manqué de sens politique? Bon, déjà, c'est l'écume des choses, et c'est surtout, enfin, moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même les poissons rouges dans le bocal, quoi. Enfin, tout ça n'a absolument aucun sens, ça n'intéresse personne, et c'est juste quand même l'exercice d'une... Un peu quand même, quand vous devez votre survie à l'Assemblée nationale, au Rassemblement national. Laissez-moi finir. L'exercice, et surtout, c'est un exercice d'irresponsabilité absolument incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai la chance de ne plus être député, et je suis ravi. Je suis heureux à la tête de ma région. Non, pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que quand je vois le spectacle absolument affligeant et consternant tous les jours, je me dis, et d'ailleurs, spectacle affligeant et consternant, qui est à corréler avec la fin du cumul des mandats. Parce que si on avait des députés qui auraient été maires, etc., élus locaux, ils se comporteraient pas comme ils se comportent. François Bayrou est d'accord avec vous, parce qu'il veut remettre en cause le cumul des mandats. Enfin, on a eu un bout de chemin ensemble, donc c'est assez normal. Mais honnêtement, moi, vous êtes en train de dire que je suis dans la première région en décalage. Attendez, je suis dans la première région industrielle de France. Donc j'ai un thermomètre immédiat. C'est comment va la croissance du pays, l'économie du pays. Ma région, c'est une grande région avec énormément de projets industriels, et énormément de projets qui, pour l'instant, sont mis dans le placard et on attend des jours meilleurs. Dire que les investissements industriels et de l'économie, ils sont au minimum, ce qui est absolument obligatoire. Les projets sur lesquels il y a un brin de risque, où on se demande comment sera la situation politique et économique du pays dans 6 mois, j'en dis, bon, on va attendre et on va voir. De quoi on a besoin? On a besoin d'un budget, on a besoin d'un brin de stabilité politique. Est-ce que tous ces gens-là peuvent faire en sorte qu'au minimum, on se dise qu'il puisse y avoir des élections dans 6 mois, dans 7 mois, quand on pourra dissoudre, ou éventuellement Emmanuel Macron démissionnera? Très bien, ok. Mais franchement, faites en sorte que pendant 6 mois, le pays tombe pas dans le gouffre. Bah justement, c'est pour ça qu'il faut caresser dans le sens du poil ou. C'est bien ce que je vous dis. Donc je veux dire, ces petits exercices, adoucir le Rassemblement national. Ces petits exercices qui vous permettent pendant 24 heures d'être au cœur de l'actualité médiatique, ok, ça fait plaisir. Mais franchement, c'est pas ce que demandent les Français. Ça, je peux vous garantir. Je suis tous les jours ou presque dans une entreprise, etc. Moi, j'entends ce que me disent les Français. Les Français me disent, mais est-ce qu'ils vont arrêter les ozos là-haut, là? C'est ça leur discours. Non, mais moi je suis assez globalement d'accord sur l'agenda des Français. Simplement, on a le droit d'avoir des valeurs. Bon, et dans ce cas-là, il est je vous ai pas aussi interrompu, monsieur Morin. Je comprends. Voilà. J'ai dit que je partageais une partie, mais je peux quand même développer une pensée, si vous me l'autorisez. Bon. Donc, on a le droit d'avoir des valeurs. Et les valeurs, elles sont simples. C'est qu'on a assisté au décès de Jean-Marie Le Pen. Moi, je fais pas partie des gens qui dansent sur les morts, donc ça, je rejette. Ah bon. Mais enfin, on a vu quand même toutes ces déclarations. Et quand Madame Le Pen, on comprend l'émotion qui est la sienne, dit « j'aurais jamais dû l'exclure du Front National », alors que c'est un antisémite condamné, avéré, on a le droit de combattre les valeurs du Rassemblement National. Quand je vois qu'au Parlement européen, quand l'AfD, qui est le parti néo-nazi allemand, qui se revendique du nazisme, fait voter des barbelés, des murs, et que le Rassemblement National, comme un seul homme, vote avec lui, on a le droit de combattre le Rassemblement National. Et moi, ça m'intéresse de savoir dans quelle Europe et dans quelle France vous avez condamné à chaque fois les propos de Monsieur Mélenchon? Je savais pas que vous étiez l'avocat du Rassemblement National sur ce plateau. Mais bon, ça. Vous condamnez les propos de Monsieur Mélenchon systématiquement? Je comprends que vous n'ayez autre chose à faire que d'écouter ma prose, mais pas plus tard qu'avant d'arriver, que vous arriviez sur ce plateau, j'ai dit ma façon de voir sur la façon dont Monsieur Mélenchon, voilà. D'accord, mais ça vous a pas empêché en plus, pour moi, il n'y a pas de trait d'égalité. Les socialistes ne se sont pas émus de voter avec le Rassemblement National une motion de censure qui a fait tomber Michel Barnier. Donc le Rassemblement National, un coup, il est diabolisé, maudit, et de l'autre, finalement, il sert bien parce qu'il permet de faire tomber Michel Barnier. C'est aussi de l'hypocrisie, excusez-moi. Non, mais ce qui serait hypocrite, c'est de dire qu'on n'a pas de problème à avoir les mêmes valeurs que le Rassemblement National. Moi, je les combats jour après jour. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Je pense, pour aller jusqu'au bout, que dans cette Assemblée nationale, dans notre vie politique, il y a des gens qui parient sur le chaos. Le Rassemblement National en fait partie, d'autres en font partie, d'autres en font partie. Donc vous-même, vous ne respectez pas le RN. Qu'est-ce qui est arrivé à François Moi, je ne respecte pas Monsieur Le Pen et tous ceux qui le RN, Monsieur Le Pen. Et je ne respecte pas Madame Le Pen qui dit que sa plus grosse erreur dans la vie, c'est de ne pas avoir, c'est d'avoir exclu Jean-Marie Le Pen, qui était un raciste et un antisémite. Il parlait de son père au lendemain de la mort de son père. C'est d'accord, mais c'est une responsable politique. Pardon, vous choisissez pas votre famille, d'accord? Vous choisissez pas vos parents. Bon, un premier point. Et deuxième point, je sais pas si vous avez perdu vos parents,
Mais le jour où vous perdez... Il se trouve que oui. Non, moi aussi. Et même récemment. Non, moi aussi. Très récemment, mon père. Et si, au lendemain de la mort de son père, on peut pas avoir des mots de ce genre, franchement... c'est quand même le principe même d'un peu d'humanité, quoi. Vous voyez, il arrive à chacun d'avoir des drames et des tragédies dans sa propre famille. Simplement, Madame Le Pen est une responsable politique. Jean-Marie Le Pen était un responsable politique, raciste et antisémite. Il connaît de la part du Rassemblement national un début de réhabilitation qui montre que le Rassemblement national n'a pas changé de nature. Est-ce qu'il a fait une bourde, François Rebsamen? Est-ce qu'il a manqué de sens politique? D'abord, un mot quand même, pour rebondir sur ce que disait Nella il y a un instant. Revisiter un instant la carrière politique de François Rebsamen. Il a commencé à 22 ou 23 ans comme conseiller technique au cabinet de Jox au ministère de l'Intérieur. Oui, il était socialiste. Donc il a fini macroniste. Ça fait partie de ses comme d'autres. Et moi j'ai envie de vous répondre, très bien, faisons un débat sur les propos de François Rebsamen. Est-ce qu'au fond, quand on est ministre et quand peut-être l'avenir du gouvernement dépend de Marine Le Pen, est-ce qu'il avait le droit de dire ça? Bah oui, ça manque de sens politique. Très bien, mais je voudrais qu'on ait le même débat. Parallélisme des formes, est-ce qu'il est logique que Jordan Bardella soit propulsé police de la pensée politique? Alors il y a ce qu'on a le droit de dire, il y a ce qu'on n'a pas le droit de dire, est-ce qu'on a le droit de penser du RN, est-ce qu'on n'a pas le droit de penser? Il a le droit de penser, il défend son parti, c'est normal, il est président du RN. Et Rebsamen fait pareil, il défend ses idées. Mais il manque de sens politique parce que demain il peut tomber à cause de ça. Il défend ses idées. Mais quand Rebsamen déclare ça, il lui met sur un plateau, il lui met sur un plateau, il lui donne le service, quoi. Il lui permet de dire, mais je vous rappelle que vous savez, c'est la question qui a été posée par Neumann est juste. C'est-à-dire que maintenant, y compris sur les affaires de police, d'expulsion d'étrangers, à chaque fois que les syndicalistes policiers très orientés à droite, comme Monsieur Vallet, qui est sur ces plateaux, pointent du doigt une personne à expulser, dans le quart d'heure, le ministre de l'Intérieur s'exécute. Mais enfin, c'est pas le Rassemblement national qui, à ma connaissance, gère le pays et qui gère le ministère de l'Intérieur. Il y a d'autres forces politiques. Le Rassemblement national a le droit de vie ou de mort sur le gouvernement. On l'a vu avec Barnier. Et donc on a le droit, on a le droit comme citoyen, comme militant politique, de considérer, et on a le droit comme citoyen et militant politique de considérer que ce n'est pas au Rassemblement national. Ils sont pas majoritaires, comme nous ne le sommes pas. Ça n'est pas au Rassemblement national de dicter la politique d'immigration en France. Oui, mais ce qu'on dit, c'est est-ce que François Rebsamen, qu'on nous vend, comme le dit Néla Trousse, comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, etc., il s'est fait avoir comme j'ai envie de dire, comme un jeune puceau de la politique. Non, mais vous vous trompez. Pourquoi Rebsamen est au gouvernement? Bah, à mon avis, pas pour faire ses gaffes. Mais non, mais vous avez tort pour parler à une partie de l'électorat de gauche. Et donc il dit exactement. Vous pensez que les gens de gauche, l'électorat de gauche, il a retenu que Rebsamen, il est macroniste. Oui, c'est ça. Et ben tout à coup, un point d'accord. Alors attendez, je suis pas sûr que les électeurs de gauche reconnaissent en François Rebsamen. Néla Trousse. Donc François Rebsamen a des mots très durs contre le Rassemblement national, on peut le comprendre, mais il est dans un gouvernement où il y a Bruno Retailleau. Oui. Et Gérald Darmanin. Ça ne le gêne pas alors. Bah, vraisemblablement, en fait, quand on pose la question à des ministres en ce moment de comment ça se passe entre vous, etc., ils disent, bon, d'abord, le petit déjeuner avec Bruno Retailleau, moi, c'est des ministres de gauche qui m'ont raconté ça, ils me disent, on était étonnés finalement, ça s'est pas trop mal passé, il était sympa. Bon, je suis pas d'accord avec tout sur ce qu'il dit, mais voilà, il était sympa. Vous avez vu récemment, on a beaucoup parlé de Bruno Retailleau, par exemple, sur la question de l'Algérie. Pardon, mais ce que dit Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, et ce que dit Bruno Retailleau, ce n'est pas la même chose. On parlait ce matin de la question des syndicats. Encore une fois, il y a quelque temps, on aurait évoqué un couac. Là, ce matin, en fait, chaque ministre arrive avec sa brique d'informations, et au final, ce n'est pas les mêmes. Et puis, il y a cette espèce de laisser-faire général où chacun dit ce qu'il veut. Rebsamen, hier, nous explique que les 64 ans... Lui, il considère pas, enfin, il avait déjà eu l'occasion de l'exprimer par le passé, il avait trouvé que la réforme était un peu trop brutale et qu'en fait, si on pouvait revenir dessus, on reviendrait dessus. Donc, globalement, en fait. Mais il n'y a pas de gouvernement. C'est une espèce de gouvernement où, moi, je suis très étonné quand on parle avec les conseillers com. Vous savez, les conseillers com des ministres. Normalement, il y a une boucle où Matignon leur donne des directions sur ce qu'il faut dire, ne pas dire, des éléments de langage. On leur dit, vous avez quoi aujourd'hui? Moi, j'étais dans un gouvernement, il n'y a jamais eu de boucle de ce genre. Alors, c'est le cas depuis 2017, sans discontinuer. Le WhatsApp n'existait peut-être pas. Il y avait des fax. On vous envoyait des fax. Il y avait des boucles de fax. Ou même des pigeons voyageurs qui se baladaient de ministère en ministère. Hervé Morin, plus sérieusement, parce qu'il nous reste... Attendez, je finis ma phrase tout de même. Quand on demande aux conseillers, on leur dit, mais est-ce que vous recevez des guidelines, des consignes de climatique? On dit, ah ben non, enfin c'est super en ce moment. On a une liberté de c'est ce que ça donne. Et les interviews ne sont pas relues, absolument. Enfin, un ministre, si on avait des gouvernements qui étaient solides, avec des mecs
d'expérience, quoi, des gens d'expérience. On a reproché d'ailleurs au gouvernement Macron d'en manquer. On n'a pas besoin. Je veux dire, pourquoi c'est ce qu'a voulu faire François Bayrou. Non, mais la vérité. Attendez, pourquoi et on s'est retrouvé dans un système avec, si j'ai bien compris, du temps d'Emmanuel Macron où tout le monde avait ces éléments de langage tous les matins, etc. On avait affaire à des gens sans expérience qui en général n'avaient aucune expérience politique ou presque, qui sortait de la technocratie. C'est ça la réalité. Et donc là, on revient à un mode plus mais moi, traditionnel. j'ai quand même fait à la fois du cabinet ministériel dans les époques où les membres du gouvernement n'avaient rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'était des Pasqua, des Simone Veil, etc. Bon, ils étaient suffisamment intelligent déjà, pour pas avoir besoin des bancs de Lagard sur une boucle. pour avoir un Gaston Lagaffe pour vous écrire ce qu'il faut dire. Hervé Morin, vous avez écouté le discours de politique générale de François Bayrou, que vous connaissez bien. Le contorsionniste, c'était le titre du Parisien aujourd'hui en France. C'est un contorsionniste, François Bayrou, c'est-à-dire qu'hier, il a essayé de plaire à tout le monde. Un peu brouillé. Ou déplaire à personne. Non, mais entre se brouiller politiquement et conserver des relations amicales, personnelles, c'est quand même différent. C'est beaucoup mieux. Enfin voilà, quoi. Vous avez raison. Je me suis séparé de lui quand il a appelé à voter. Quand il a appelé à voter Ségolène Royal, en 2007, très bien, ok, mais ça n'a rien à voir avec la relation personnelle. Bon. Tant mieux, tant mieux. Non, mais je veux dire, la vie, elle n'est pas faite simplement. Alors le discours, convaincu on n'est pas des machines politiques, quoi. Vous avez raison. Non, je trouve que, son discours, bon, la forme, c'est la forme Bayrou, c'est-à-dire assez tracteur, il faut le reconnaître, bon. Mais sur le fond, honnêtement, ces déclarations de politique générale avec des catalogues dont on sait qu'il n'y a pas la quart du dixième des mesures qui vont être mises en œuvre, tout ça est d'un ridicule absolu. On veut faire des annonces sujet par sujet, ministère par ministère. J'ai trouvé que le discours, sur le fond, était plutôt bien construit. J'irais même dire que c'était pas réellement un discours de Premier ministre. Plus de président. Plus de président, où on est sur les grandes orientations, bon voilà, et que ça nous changeait des discours de techno qu'on a eu pendant ministère par ministère. Après, faut pas se raconter l'histoire, il se passera rien, ou presque. Bon, donc ce qu'il faut, c'est simplement... Est-ce qu'il peut tenir Pourquoi il se passera rien? Pourquoi il se passera rien? Comment voulez-vous porter une quelconque transformation avec l'État, la composition politique de l'Assemblée nationale? Donc tout ce qu'on demande, c'est, allez, tenez jusqu'en juillet, et en juillet, Emmanuel Macron sera probablement amené à prendre à témoin les Français et dire, vous voyez bien que tout ça ne va pas, mais là, il va falloir enfin qu'il lise la Ve République, et qu'il se rappelle qu'un président de la République est là où il est parce qu'il est élu au suffrage universel direct et qu'il est donc responsable devant les Français. Et qu'à ce moment-là, en fonction de ce qui se passera à l'Assemblée nationale où les Français voteront, eh bien lui, il faudra qu'il en tire les conséquences. Voilà. D'accord.